John Barker, psychiatre dans un hôpital psychiatrique, reçoit un appel nocturne de Hencher qui dit avoir une prédiction. Barker demande « C'est encore un avion ?» Hencher répond « Non, c'est toi ». Si quelqu'un te dit que tu vas mourir, vas-tu mourir? C'est la précision de ces prémonitions qui a ensuite conduit à la création du Bureau des prémonitions. Le journaliste Sam Knight, il est rédacteur au New Yorker. Son livre, Le Bureau des prémonitions, est un récit véridique d'une mort annoncée. Des histoires étonnamment vraies sur des capacités précognitives et des prédictions de tragédies futures, voire de la mort. Je ne comprends pas comment on peut s'asseoir dans sa cuisine, écrire qu'il va y avoir un accident de train, poster la lettre un mercredi et que cela se produise le dimanche soir. Combien des choses qui sont prédites se réalisent réellement? Octobre 1966, un événement incroyablement cauchemardesque s'est produit. Pendant 100 ans, une immense région du Royaume-Uni a été consacrée à l'extraction du charbon. D'énormes quantités de charbon ont été extraites du sol et ils entassaient simplement les déchets de ces activités. Un jour, l'un de ces tas de déchets de charbon, qui avait été détrempé par la pluie pendant des semaines et des semaines, s'est soudainement détaché, a dévalé la montagne et a enseveli une école, tuant 116 enfants. John Barker se précipite au village et commence à parler aux habitants, découvrant ces histoires, notamment parmi les enfants qui ne voulaient pas aller à l'école ce jour-là, qui avaient dit à leur mère qu'ils avaient fait un rêve où quelque chose de noir recouvrait l'école. On peut faire des rêves ou avoir de mauvais pressentiments à propos de différents types de catastrophes, mais la configuration particulière d'Aberfan est vraiment frappante. C'est quelque chose que nous avons tous la capacité de faire, mais que nous n'exploitons tout simplement pas. Est-ce réservé à quelques personnes seulement ou est-ce entre les deux? Alors, Bonjour, je suis Maïm Bialik. Et je suis Jonathan Cohen. Bienvenue dans notre décryptage. Avez-vous déjà eu l'intuition qu'un événement allait se produire, puis cela s'est réalisé? Vous considérez-vous comme quelqu'un qui a des capacités précognitives? Il s'avère que la capacité d'anticiper des événements, même avec une grande précision, existe partout dans le monde. Pourquoi n'en parlerions-nous pas? Parce que souvent ce n'est pas exact, mais les fois où ça l'est peuvent être incroyablement puissantes. Et comme notre invité va en parler aujourd'hui, et si les capacités précognitives avèrent le potentiel de sauver des vies, écoutons-nous ces messages ou pas? Nous allons explorer la création d'un département au Royaume-Uni qui a étudié et recueilli des événements précognitifs et a tenté de vérifier s'ils étaient réels. Nous allons également explorer comment nos esprits peuvent être influencés. Nous allons discuter avec le journaliste Sam Knight de son livre « Le Bureau des prémonitions, un récit véridique de la mort annoncée ». Et ce dont parle le Bureau des prémonitions et ce dont nous allons discuter aujourd'hui, c'est une histoire vraie. Il y avait un psychiatre nommé John Barker et il a enquêté à la fois sur le pouvoir des prémonitions ainsi que sur la possibilité que l'on puisse littéralement mourir de peur. Le docteur Barker travaillait comme psychiatre. Il travaillait avec d'autres psychiatres qui étaient fascinés par le fait de parler à des patientes qui avaient été hospitalisées dans de nombreux cas pour psychose et qui avaient fait des prédictions étonnamment précises de très grandes catastrophes qui se sont produites. Et il s'est donné pour mission de découvrir ce que cela pouvait signifier, comment ces éléments étaient liés et s'ils pouvaient nous apprendre quelque chose sur notre nature humaine. Sam Knight est l'autrice du livre. Il est journaliste au New Yorker et il va nous expliquer comment il s'est intéressé au bureau des prémonitions, ce qu'il a appris sur la nature de notre existence potentielle en tant qu'être précognitif et ce que nous pouvons tirer de l'histoire du docteur Barker qui, bien sûr, est mort mystérieusement comme l'avaient prédit 2 de ses patientes. L'épisode d'aujourd'hui se concentre sur des histoires étonnamment vraies, concernant des capacités précognitives et des prédictions de tragédies futures, voire de la mort. Break it down. Sam Knight, bienvenue dans l'émission. merci de m'accueillir. Je suis une grande fan de tout ce qui concerne le New Yorker, donc je suis très excitée de pouvoir te parler. J'ai l'impression que tu es une célébrité à mes yeux. Je vais montrer une épreuve non corrigée du Bureau des prémonitions. Quand nous avons reçu ceci, j'étais tellement excitée, non seulement de le lire, mais aussi d'avoir l'opportunité de pouvoir te parler, et j'apprécie vraiment, vraiment que tu sois venu nous parler. C'est un vrai plaisir. Il y a une chose avec laquelle je voudrais commencer. Voir des motifs là où il n'y en a pas, c'est ce qu'on appelle l'apophénie. Trouver du sens là où il n'y en a pas est un signe de folie. Faire des liens dans ce que nous voyons, entendons ou rêvons,
C'est en fait notre façon de penser. Trouver un motif que personne n'a jamais vu, c'est du génie. Votre livre nous emmène directement dans le ventre de cette bête, entre la folie. Et ce n'est pas seulement du génie, mais aussi la possibilité que certaines personnes aient des capacités permettant de voir à travers le temps d'une manière que nous ne comprenons pas d'un point de vue matérialiste. Parlez-nous de la façon dont vous avez découvert le Bureau des prémonitions. Je suis journaliste pour un magazine, c'est mon métier. Et c'était il y a un certain temps. C'était probablement il y a 10 ans. Et normalement, je travaille sur des sujets qui me plaisent que vraiment, mais j'aime bien avoir un projet un peu épineux, compliqué, en arrière-plan. Vous voyez ce que je veux dire? Ça prend juste plus de temps et j'y travaille petit à petit. Je viens de finir une de ces histoires, donc je cherchais quelque chose de nouveau. Je crois que j'étais un peu bloqué. Et j'ai vu quelque part en ligne un appel à nouvelles. Je fais de la non-fiction, mais j'ai pensé qu'essayer d'écrire une nouvelle pourrait m'être bénéfique. Et donc j'ai eu une idée pour une nouvelle. Et l'idée de la nouvelle était, c'est juste l'idée. Elle prendrait la forme d'une lettre et la lettre serait écrite par quelqu'un qui a eu une prémonition. Et cela prendrait en quelque sorte la forme d'un savoir impossible, n'est-ce pas? Donc, l'idée était que quelqu'un allait construire un grand incinérateur ou quelque chose d'industriel à la périphérie d'une ville. Cette personne savait qu'un composant très spécifique, dont elle n'aurait jamais pu connaître l'existence, allait mal fonctionner. Et j'avais en quelque sorte cette idée pour une nouvelle. Et je pense qu'au fond, comme je fais surtout de la non-fiction, ma réaction a été d'aller à la British Library, où je travaille beaucoup, et de commander plein de livres sur la prophétie et les prémonitions. Et donc j'étais là, à la bibliothèque, avec cette énorme pile de livres, principalement issus de la fin du 19e siècle, du début du 20e siècle, du mouvement spiritualiste à l'époque victorienne et des 20 premières années du 20e siècle. Parmi eux, il y avait une sorte de recueil plus tardif de choses étranges du 20e siècle. Et il y avait cette description du bureau des prémonitions. Ce n'était pas grand-chose. C'était juste quelques paragraphes, mais on appelait ça le bureau britannique des prémonitions. Ça m'a tout de suite parlé comme idée, comme sujet, et j'ai commencé à tirer les fils de cette histoire. Ce n'est pas une histoire connue, n'est-ce pas? Il y a eu un moment vers 1966-1967 où ça a fait l'objet de sujets sur BBC News et dans les journaux. Ça a fait sensation. Mais ce n'est pas une histoire connue. Et j'ai juste commencé à gratter un peu et à en dévoiler les couches. Mais c'est un peu, je ne sais pas si vous y pensez aussi, mais le processus d'où viennent les idées est assez mystérieux pour moi. Et je n'ai pas vraiment résolu dans ma tête pourquoi j'ai eu cette idée ou comment je l'ai trouvée, mais c'est comme ça que je l'ai trouvée. Et si quelqu'un écoute et se dit prémonition, mec, peut-être que je comprends un peu ce que ça veut dire rien qu'en entendant ces mots ensemble. Comment l'expliquerais-tu à quelqu'un qui ne connaît pas? Je le décris comme une tentative de recueillir les rêves et les pressentiments du public britannique à grande échelle et d'essayer de détecter des schémas dans ce genre de rêves et d'avertissements dans le but d'empêcher d'une manière ou d'une autre que des catastrophes ne se produisent. L'idée était que pendant 18 mois, il y avait un bureau dirigé en grande partie par ce docteur Barker, n'est-ce pas? Et il y avait d'autres psychiatres. L'idée était, et si nous prenions au sérieux ce que nous rejetons habituellement comme de pur délire? Et en particulier des personnes qui ont été hospitalisées pour ce que nous appellerions aujourd'hui une schizophrénie paranoïde, une dépression nerveuse. La plupart des choses que les gens prédisent ne se réalisent pas. Mais ce que le Bureau des prémonitions essayait de comprendre, c'était combien des choses qui sont prédites se réalisent réellement. Et qu'est-ce que cela révèle vraiment de la nature potentielle de l'esprit humain, d'être capable d'accéder à des choses qui ne sont pas dans cette ligne temporelle? C'est ce qui est tellement fascinant. Oui, et de le faire de manière ouverte.
Donc, ils ont en quelque sorte réalisé que l'on pouvait créer tous ces livres que je consultais à la bibliothèque, qui sont ces incroyables et troublantes collections de prémonitions qui se sont réalisées. Mais que se passe-t-il si on fait simplement une expérience ouverte, qu'on les envoie simplement et qu'on les compte à la fin de l'année, à la fin des 18 mois, et qu'on voit combien d'entre elles se sont avérées exactes? Je crois que c'était le premier appel. Il y a eu un accident lié au charbon, n'est-ce pas? La tragédie d'Aberfan. Oui. Décrivez ce qu'était la tragédie et expliquez quelles informations en sont ressorties lorsque ces psychiatres ont demandé: est-ce que quelqu'un y a pensé avant que cela n'arrive? Aberfan, la catastrophe qui s'est produite là-bas en octobre 1966, fait toujours partie de la mémoire collective britannique et en particulier galloise. C'est encore présent, comme un événement incroyablement cauchemardesque qui s'est produit. Et les gens en parlent encore, et ça vous saisit toujours. Le pays de Galles, grande région charbonnière du Royaume-Uni, et pendant 100 ans, d'énormes quantités de charbon ont été extraites du sol, et ils entassaient simplement les déchets de tout cela sur les pentes des collines. Ça paraît presque incroyable avec le recul, mais ils jetaient littéralement ces déchets sur les collines autour des villages où vivaient les gens. Et ils ne testèrent pas le sol, ni la météo, ni ne réfléchissaient à l'endroit le plus judicieux pour les mettre. Et un jour d'octobre 1966, l'un de ces tas de déchets de charbon, qui étaient vraiment gigantesques, contenait, je crois, assez de déchets pour remplir la cathédrale Saint-Paul à Londres. Environ 1,5 fois, c'était un énorme volume de résidus assez fins et de morceaux de charbon rejetés qui avaient été exposés à la pluie pendant des semaines et des semaines. Soudainement, tout s'est détaché, a dévalé la montagne, a enseveli une école et tué 116 enfants, ainsi que 20 ou 30 personnes du village. Et c'est comme une image d'un volcan. Quand j'ai lu ça, j'ai imaginé Pompéi, vous voyez, comme si une montagne de charbon dévalait sur ce village, ensevelissait une école et tuait toutes ces personnes. Et ce sont les enfants des hommes qui ont extrait le charbon, qui l'ont entassé sur la colline, et qui demandaient « Est-ce qu'on est sûr que c'est une bonne idée ?» John Barker, protagoniste du livre, est psychiatre dans un hôpital psychiatrique à 160 km à la frontière entre l'Angleterre et le pays de Galles. Et lui, comme tout le monde dans le pays, entend les reportages sur ce drame. Et le lendemain matin, cela se passe un vendredi, il se précipite au village et commence à parler aux gens. Et dans ses notes de cette rencontre, il se rend compte qu'il est un peu pas à sa place. Je veux dire, c'est une sorte de tragédie terrible dans un endroit isolé, vous savez. C'est un village ouvrier de mineurs qui vient de vivre le pire jour que quelqu'un ait jamais connu. Soudain, la presse nationale, la famille royale, le Premier ministre, tout le monde arrive. Vous voyez, les gens de l'extérieur n'étaient pas les bienvenus. Et il sait qu'il est sur un terrain incertain. Mais c'est un personnage complexe, ce qui est évidemment la raison pour laquelle il est intéressant d'écrire sur lui. Mais il traîne dans les parages, il commence à parler aux gens et il commence à découvrir ses histoires, en particulier parmi les enfants qui ne voulaient pas aller à l'école ce jour-là et qui ont dit à leur mère qu'ils avaient fait un rêve et qu'il y avait quelque chose de noir qui est passé au-dessus de l'école, où ils ont dessiné une image qui, de façon étrange, représentait la scène qui s'est produite, ou bien ils se sont réveillés en retard pour la première fois de leur vie ce jour-là. Et ils ont été sortis de chez eux et poussés dans la rue jusqu'à l'école, puis rapidement enterrés. Et il a commencé à recueillir ces témoignages. Et vous savez, cela reste une question impossible. Et l'une des personnes formidables à qui j'ai parlé pour le livre était un photographe appelé Chuck Rappaport, qui est un photographe américain pour Life Magazine, qui est allé et a en quelque sorte vécu à Aberfan pendant environ 3 mois après l'accident et a pris une série de photographies vraiment extraordinaires et bouleversantes. Et il a dit que les gens du village se divisaient globalement en 2 camps. Il y avait ceux qui disaient que cela allait forcément arriver. Nous avions prévenu la mine, c'est ridicule. Le terril numéro 7, qui a glissé, était au-dessus d'un cours d'eau, comme indiqué sur la carte. Vous comprenez? On ne pouvait pas faire pire. Une partie du village pensait que c'était une catastrophe annoncée.
Et puis l'autre moitié du village disait simplement, vous savez, tous ces mots qu'on connaît, sans précédent, tombés du ciel, personne n'aurait pu prévoir cela. Vous savez, c'est une réaction similaire à celle qu'on entend à chaque fois qu'une catastrophe se produit, mais le village s'est en quelque sorte divisé en ces deux camps. Et évidemment, vous savez, et souvent les enfants, vous savez, ils voient clair à travers les mensonges. Ils savaient ce que c'était. Vous voyez, ils traînaient sur le terril. Ils savaient que ça glissait par mauvais temps. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a 1 million de raisons pour lesquelles on peut faire des prévisions très rationnelles concernant cette catastrophe. Mais Barker est intrigué par ces avertissements, ce genre de choses, et c'est quelqu'un qui aime attirer l'attention médiatique. Et son travail a déjà été présenté dans la presse britannique pour une raison ou une autre. Depuis Aberfan, il contacte le rédacteur scientifique du London Evening Standard, un grand journal diffusé à 750 000 exemplaires à Londres, et lui demande de publier un article intitulé « Avez-vous eu une prémonition de la catastrophe d'Aberfan ?» Et il pense que c'est quelque chose d'assez unique. On peut rêver ou avoir de mauvais pressentiments sur diverses catastrophes, mais la situation d'Aberfan est particulièrement frappante. Alors, ils ont lancé un appel national pour recueillir des prémonitions une semaine après la catastrophe. On peut voir ce genre de coupure dans les journaux des années 1960. C'est un rappel frappant de la façon dont ces idées émergent et disparaissent avec le temps. Et ils reçoivent quelques centaines de réponses. Et c'est le caractère concret et l'intérêt de ces prémonitions qui ont ensuite conduit à la création du Bureau des prémonitions proprement dit. Je vais en lire juste quelques-unes pour que les gens aient une idée. Et aussi, Barker a émis l'hypothèse de l'existence de ce qu'on appelait un syndrome pré-catastrophe. Gardez aussi à l'esprit, et je suis sûre que cela est apparu dans vos recherches pour le livre et aussi quand on y réfléchit, qu'il s'agit de témoignages auxquels nous allons accorder foi ou non. Mais dans le cadre de ces recherches, il prenait en compte les témoignages des gens. 2 nuits avant la catastrophe, un homme de 63 ans se tenait près d'une machine. Il essaie d'acheter un livre via une machine où l'on insère quelque chose pour l'obtenir. Il a dit qu'il a levé les yeux et qu'il a vu le mot Aberfan écrit comme s'il était suspendu en lettres blanches sur un fond noir. À Plymouth, la veille du glissement de charbon, cette femme a eu la vision d'une avalanche de charbon dévalant une montagne. C'était la veille au soir. Et elle a dit qu'au pied de la montagne, il y avait un petit garçon qui avait l'air terrifié à mort. Un homme du Kent était convaincu, plusieurs jours avant l'accident, qu'il y aurait une catastrophe nationale le vendredi. Il a dit « Cela m'est venu avec la même force que la pensée soudaine que vous aviez oublié que le lendemain, c'était l'anniversaire de votre femme. » Et il y a encore plus. Il y a une femme qui a été dérangée toute la semaine par une odeur terreuse et de décomposition qu'elle a reconnue comme l'odeur de la mort. 1 heure avant la catastrophe, elle a dit à son collègue « Tu sens quelque chose d'étrange ?» Et il a répondu « Non ». 15 minutes après que l'école ait été ensevelie, elle s'est levée d'un bond, et lui aussi. Il y a quelque chose d'étrange avec ce genre de témoignage. Et la question est, combien de coïncidences, n'est-ce pas, pouvez-vous compter avant de vous dire qu'il se passe peut-être autre chose ? Barker est, vous savez, pour être juste, le journaliste avec qui il travaille à ce moment-là. Tous deux sautent un peu sur ces rapports qui arrivent, évidemment en pensant qu'ils ne font qu'effleurer la surface ici. S'il existait un syndrome de pré-catastrophe, et les exemples sont nombreux, prenons simplement Aberfan comme premier cas. S'il existe une sorte de syndrome de pré-catastrophe, l'idée, c'est comme ça que vous l'avez décrit, c'est qu'il y a des personnes qui sont comme des sismographes humains. Elles ont en particulier non seulement des ressentis émotionnels ou cognitifs, mais aussi des sensations physiques, somatiques, corporelles avant des événements importants ou émotionnels. Vous avez aussi évoqué les jumeaux capables de ressentir la douleur de l'autre, même séparés par 160 km. Cette idée, et vous savez, la raison pour laquelle nous sommes tellement fascinés par vous et par le Bureau des prémonitions, c'est nous parlons tout le temps avec des personnes, heureusement, qui ont des expériences où l'une des choses qu'elles décrivent après une expérience de mort imminente, c'est la capacité de traverser le temps d'une manière à laquelle nous ne pensons pas.
Et nous avons parlé à des personnes qui ont eu des prémonitions précises concernant des crashs d'avions, des catastrophes. Elles n'ont pas toujours raison, mais diraient qu'il existe peut-être une autre ligne temporelle inaccessible pour nous, mais qu'elles peuvent atteindre. D'après vos recherches et votre compréhension, que diriez-vous qu'il se passe concernant cette sorte de différence de ligne temporelle à laquelle certaines personnes pourraient être connectées? Donc je ne vais pas esquiver la question, mais je veux dire quelque chose qui était assez important pour moi. Dans l'écriture et la façon de rapporter cette histoire, il était vraiment important de s'en souvenir. Comme à quel moment cela se passait, qui était Barker et dans quel contexte il travaillait. Donc Barker était le directeur adjoint d'un grand hôpital qui accueillait environ 1000 personnes atteintes de graves troubles mentaux. Au cours du 19e siècle, des asiles ont été construits dans chaque comté d'Angleterre et des gens y étaient enfermés. Les gens étaient enfermés, vous savez, pour être muets ou pour avoir ce que nous reconnaîtrions aujourd'hui comme des handicaps intellectuels profonds. Les gens étaient simplement internés. Et il travaillait dans cet hôpital avec 250 patients à lui, en quelque sorte des patients externes à travers la campagne du Shropshire et du pays de Galles, souffrant essentiellement de maladies mentales graves non traitées. Les premiers médicaments antipsychotiques ont commencé à être distribués en Grande-Bretagne en 1955. Donc, il a grandi et s'est formé comme psychiatre dans un contexte où vous êtes assez impuissant. Et il a étudié et obtenu son diplôme à une époque de leucotomie et de traitements vraiment horribles pour la psychose et les maladies mentales graves. Et il est à l'aube d'un programme gouvernemental visant à fermer ces hôpitaux psychiatriques et à soigner les gens en dehors de l'hôpital, à l'aube de l'arrivée des médicaments et à l'aube de la possibilité de guérir les gens. Et il voit des choses incroyables chaque jour. Il voit des personnes qui n'ont pas parlé depuis 40 ans se remettre à parler. Tu vois ce que je veux dire? Il voit des personnes qui n'étaient pas sorties depuis 10 ans sortir, interagir avec le monde, réussir à parler, à discuter et à retrouver leur famille. Donc il travaille dans un domaine qui est plein de changements et de possibilités. Et j'essayais toujours, quand j'écrivais le livre, de l'imaginer, comme s'il venait de faire sa tournée dans le service. Ils viennent juste d'enlever les verrous des portes, ils viennent juste d'enlever les barrières, ils essayent de faire venir des groupes de jazz, ils essaient d'ouvrir les fenêtres, ils essaient de donner à chacun son propre casier, ils essaient d'arrêter de leur faire porter des uniformes. Tu vois ce que je veux dire? C'est en quelque sorte le travail difficile de la prise en charge des maladies mentales qu'il est en train d'accomplir. Ensuite, il regarde sa liste de prémonitions reçues ce jour-là ou cette semaine. Et ce n'est même pas la chose la plus folle entendue ces 10 dernières minutes. Tu comprends? Il est simplement ouvert d'une manière que je trouve assez difficile à retrouver, tu vois ce que je veux dire? Cette sorte d'atmosphère de changement et de possibilité. Je devrais aussi préciser que l'intérêt clinique de Barker dans ces cas, au départ, c'est l'idée de savoir si on peut littéralement mourir de peur. Donc, si quelqu'un te dit que tu vas mourir, est-ce que ça rend la chose plus probable? Et il suivait les traces d'un homme appelé Walter Cannon à la faculté de médecine de Harvard qui menait ce genre d'études. Les malédictions et le genre de réaction du système surrénalien. Et tout cela a été plus ou moins entièrement confirmé par la neurologie et la science moderne. En ce qui concerne, par exemple, la relation entre ce que vous pensez dans votre esprit et les conséquences physiologiques qui en découlent. Barker, je pense, avait intuitivement compris tout cela et suivait la bonne voie. Au lieu de l'effet placebo, c'est l'effet nocebo. Et la fascination de Barker pour cela, je veux dire, c'était un homme vraiment, vraiment étrange. Mais ce qui le fascinait, c'était, si quelqu'un vous dit que vous allez tomber malade, est-ce que cela vous rend plus susceptible de tomber malade? Et ce qui a fini par se passer dans sa vie, si quelqu'un vous dit que vous allez mourir, est-ce que vous mourrez? Oui, donc c'est un peu son point d'entrée, vous savez, dans ses prémonitions et dans ce genre de ressenti, of une sorte de prévoyance et de capacité à voir des choses, vous savez, et à avoir, vous savez, des connaissances impossibles ou à voir des choses avant qu'elles n'arrivent, pour en quelque sorte revenir de façon épique euh, à votre question initiale.
J'ai l'impression d'être partagé entre le fait de me demander si c'est quelque chose auquel un petit groupe de personnes a accès ou est-ce que c'est euh, à propos d'une conscience partagée et de la façon dont les groupes de personnes interagissent entre eux. J'ai essayé de Dans le livre, j'ai essayé d'écrire une petite histoire condensée de la prophétie britannique et j'ai adoré lire à ce sujet, comme dans les îles de l'ouest de l'Écosse au XVIe et XVIIe siècle, où la seconde vue et les prémonitions étaient totalement courantes et parfaitement normales. Voir ce qui allait se passer de l'autre côté de l'île faisait simplement partie de la vie en communauté. Si un ami recevait un coup de pied de son cheval, vous saviez qu'il se passerait quelque chose et alliez l'aider. C'est ainsi que l'esprit collectif fonctionnait là-bas. Et les gens perdaient cette capacité quand ils quittaient l'île, et ils la retrouvaient à nouveau lorsqu'ils revenaient sur les îles. Dans ma propre réflexion personnelle sur ces questions, moi, je suis plutôt attiré par ces idées-là que par l'idée d'échapper complètement au temps, ce que je trouve problématique. C'est problématique. Et vous savez, vous parlez de William James, l'un des fondateurs de la psychologie moderne. Il a dit que l'esprit conscient a un présent spécifique. Par exemple, nous avons conscience de quelque chose et nous sommes dans cette ligne temporelle. Mais l'inconscient peut avoir une relation différente au temps. Je veux dire, c'est l'un des types de discussions scientifiques à ce sujet, n'est-ce pas? Y a-t-il une autre ligne temporelle? Et si vous n'êtes pas lié à ce corps physique, n'est-ce pas? Si vous n'êtes pas lié au présent matériel dont vous avez conscience. Est-ce que cet autre plan que la physique quantique décrirait simplement comme un champ? C'est juste un champ, n'est-ce pas? Un champ d'ondes de particules ondulantes et mouvantes, vous savez. Est-ce que cette onde a alors une relation au temps qui est complètement différente de tout ce que nous pourrions imaginer? Je veux dire, cela expliquerait en théorie les personnes ayant vécu des expériences de mort imminente, par exemple, qui disent qu'elles sont témoins de choses ou voient des choses après ces expériences. Tu sais, quelle est cette capacité et quelle est la différence entre cela et la folie? Et je pense que c'est l'autre chose que tu sais, on aborde ici, tu sais, Jonathan et moi. Nous vivons vraiment à cette intersection entre la science et la spiritualité. Nous savons qu'elles se recoupent. La question est de savoir où et quelle est la terminologie autour de cela. Mais nous avons parlé à des personnes qui, autrement, mènent une vie très normale, quelle qu'elle soit. Et un jour, ils commencent à entendre des voix qui les poussent à envoyer des messages à l'humanité. Ils ne remplissent aucun des critères cliniques pour les diagnostics que nous connaissons. Dans ce gros livre, n'est-ce pas, je crois qu'on en est au DSM-6. Ils ne remplissent aucun critère de la schizophrénie paranoïde. Ils fonctionnent normalement à tous les niveaux. Ils ne remplissent pas les critères pour quoi que ce soit qui, dans les générations précédentes, aurait nécessité une hospitalisation. Donc notre question est-ce qu'il y a un autre diagnostic sur lequel Barker se concentrait que nous ne connaissions tout simplement pas? Ou est-il possible qu'il y ait une sensibilité? Et dans notre culture, n'est-ce pas? Nous l'appelons ainsi et nous les plaçons ici, mais il y a 1000 ans, 5000 ans, ces personnes étaient-elles des chamans? Étaient-elles des prophètes? Je ne sais pas. Donc, une des sortes de phrases qui me viennent à l'esprit quand tu dis ça, c'est le dramaturge. Un dramaturge britannique appelé G.B. Priestley, qui a écrit une sorte de série de pièces dans les années 1930 qui jouent un peu avec le temps. L'une s'appelle Le temps et les Conway, une autre s'appelle Un inspecteur vous demande, et elles sont toutes questionnantes. Les séquences et la façon dont le temps fonctionne, et il a évidemment été influencé par la physique quantique et toutes les choses que tu as mentionnées, et il a écrit ce livre au début des années 1960 intitulé L'homme et le temps. Et il a écrit cette belle phrase où il disait que nous vivons dans la version la plus appauvrie du temps que nous ayons jamais connue. Tu sais, les gens dans le passé avaient une meilleure compréhension intuitive de ce qu'était cette chose et de sa diversité. Et le genre, l'interprétation matérialiste stricte est tellement pauvre en comparaison, comme il l'a décrit. Il l'a comparé à une corde. Il disait qu'on sait que ça ne fonctionne pas au niveau subatomique, et on sait que ça ne fonctionne pas non plus au niveau planétaire, et on est juste, c'est comme si ça s'effilochait aux deux extrémités, et qu'on vivait au milieu. Et tu me dis que ça fonctionne ici sur cette question.
Des gens vivent des expériences, mais sans autre trouble clinique ou étiquette que tu voudrais leur donner. L'une des choses que j'ai vraiment voulu faire dans le livre, c'était d'écrire sur le bureau des prémonitions, comme j'écrirais sur n'importe quoi d'autre. Ça m'a frappé que ce genre de reportages sur l'occulte ou le surnaturel ou des expériences de ce type sont tout simplement. Il y a souvent dans leur description une sorte de cadrage tacite. Soit c'est bidon, soit c'est tellement réel. C'est la chose la plus réelle que tu aies jamais entendue. Tu vois ce que je veux dire? Et ça vient et ça s'accompagne d'un parti pris. Et comme toi, je suis un journaliste de magazine, je suis un reporter. Je voulais juste écrire ça comme une sorte de chronique d'histoire sociale. Et pendant que je faisais ce travail de reportage, tu sais, je pensais souvent à la façon dont on écrit sur, tu sais, les grandes religions ou à d'autres aspects inexplicables de la façon dont nous interagissons avec la réalité ou avec des choses au-delà de la réalité. Et nous traitons cela avec une sorte de dignité qui respecte l'expérience des personnes qui vivent ces choses-là. Et ce n'est souvent pas le cas avec ce genre d'écriture et de reportage. Et je pense que Barker, aussi problématique et discutable qu'il ait pu être à bien des égards, était un bon médecin. Oui, Et c'est frappant de voir les gens envoyer leurs prémonitions, simplement contents d'avoir quelqu'un à qui les envoyer et d'avoir un exutoire. eh bien, je pense que c'est en fait un point vraiment important. Et c'est un point qui touche davantage aux aspects sociologiques de ces conversations, auxquelles, tu sais, Jonathan et moi participons en tant que podcasteurs au XXIe siècle, n'est-ce pas? Quel sujet mérite d'être abordé et dont les gens ont peur d'entendre parler? Et surtout, du point de vue matérialiste, qu'est-ce qui paraît tellement indescriptible et impossible que nous faisons tout pour le ridiculiser et l'écarter, ce qui est la chose la moins scientifique à faire? Je veux donner un autre excellent exemple, et celui-ci est vraiment spécial. Alan Hencher était l'un des voyants d'Aberfan. La catastrophe minière. Au printemps 1967, il a de nouveau appelé le docteur Barker. Et il a dit « J'ai vu un accident d'avion qui va se produire au-dessus des montagnes ». Ce qui m'intéresse, c'est que les prémonitions de Hencher ont commencé après qu'il a subi une blessure à la tête lors d'un accident de voiture vers 25 ans. Donc, je suis très intéressée par une lésion cérébrale traumatique qui conduit à des expériences paranormales et à des capacités psychiques. Pas parce que je pense que cela prouve « Oh, nous allons trouver la région du cerveau qui te rend folle », mais plutôt parce que lorsque qu'une partie du cerveau est endommagée, qu'est-ce qui s'ouvre d'autre? Pour tout ce que nous savons, ce qui a été endommagé ou compromis était un composant inhibiteur. Et maintenant, la vérité, quelle qu'elle soit, n'est-ce pas, peut enfin se libérer. Il a dit qu'il y a 123 personnes, j'ai des frissons rien qu'à finir la phrase. Il y a 123 personnes, peut-être 124. Il disait cela au docteur Barker qui prenait des notes pendant l'appel. Il était 6 heures du matin, le 21 mars. 30 jours plus tard, un avion de ligne transportant 130 personnes a tenté d'atterrir à Chypre par mauvais temps. 124 personnes sont mortes. Je dois préciser que 2 autres personnes sont décédées plus tard. Je ne rendrai pas justice à Sam si je ne le mentionnais pas. Cependant, cet homme, Hencher, vivait quelque chose non pas une fois ni 2 fois, mais de nombreuses fois, et, à mon avis, ça n'a même pas besoin d'être parfait, même s'il se trompait de 10 personnes. Même s'il s'était trompé sur tout le monde et que tout ce qu'il disait, c'était juste qu'il s'agissait d'un avion. Pour moi, c'est suffisant pour réfléchir à ce qui se passait avec Alan Hencher. Non, et c'est un personnage malheureux et stressé dans le livre parce que ses prémonitions sont accompagnées de douleur. Elles sont accompagnées de très fortes migraines et d'un sentiment de stress, et il veut que ça s'arrête. Et puis, quand l'événement se produit, ce sentiment disparaît, et il ressent évidemment un mélange de culpabilité et de soulagement à ce moment-là. Il y a 2 minutes, en décrivant Barker comme un bon médecin, je dirais que Barker a été un mauvais médecin dans son traitement de Hencher, parce qu'il est tellement excité par ce qui se passe là-bas, qu'il le pousse un peu, le provoque et lui fait comprendre que d'autres personnes font aussi des prédictions justes. Et il ne respecte pas ce que Hencher traverse lorsqu'il vit ce genre d'expérience.
Hensher a également eu un violent mal de tête 1 heure après un grave accident de train en 1967 dont il ne savait pas qu'il avait eu lieu. Et ici entre aussi Mademoiselle Middleton, une autre prédictrice étonnamment précise et assez constante, qui était impliquée avec le docteur Barker. Pouvez-vous nous parler un peu de qui elle était et de ce qu'elle a vécu? Je suis tellement ravi d'avoir l'occasion de parler de Mademoiselle Middleton. Elle était donc professeure de musique dans le nord de Londres et elle est née aux États-Unis de parents anglais. Et ils sont retournés au Royaume-Uni pendant la Grande Dépression en 1933. Et sa famille, du côté de son père, avait été assez prospère et il s'était enfui avec sa petite amie Annie de Paris, ce qui a conduit à ce qu'il soit en quelque sorte renié par sa famille. Donc, il connaissait en quelque sorte un déclassement social dans la banlieue de Londres des années 1930. Et Mademoiselle Middleton, elle avait été une enfant danseuse, une sorte d'enfant artiste à Boston. Et elle a été contrainte de se contenter d'une vie assez anonyme comme professeure de musique et de danse dans le salon de la maison de ses parents à Edmonton, dans le nord de Londres. Mais elle faisait cela avec beaucoup de verve et de style, et elle essayait de se donner une allure glamour. Et elle a eu des prémonitions tout au long de sa vie, elle en a fait l'expérience dès l'enfance. Elle avait un professeur de piano, et elle était convaincue qu'il n'allait pas bien. Elle harcelait ses parents pour qu'ils prennent contact avec lui, et il s'est avéré qu'il s'était suicidé. Et c'est comme ça que la famille l'a su. Elle a dit que c'était comme si elle connaissait déjà la réponse à une dictée. Elle voyait simplement des mots, des chiffres, des choses avant qu'elles n'arrivent. Elle n'a jamais travaillé comme médium, elle n'a jamais pratiqué, elle n'en a jamais tiré d'argent et personne ne l'a jamais exploité. Et elle, comme Hensher, a ressenti des sensations physiques le matin de la catastrophe d'Aberfan. Elle a ressenti une sorte de sensation d'étouffement qui a été constatée par son locataire, décrit de façon euphémique. Et puis, elle est devenue, à son tour, l'une des correspondantes enthousiastes de Barker. Et je suis tombé sur le nom de Mademoiselle Middleton, et j'ai consulté son testament, ce que l'on peut faire au Royaume-Uni, et j'ai vu qui était l'exécuteur de son testament. Elle n'avait pas d'enfant. C'était l'une de ses élèves en musique. Parfois, comme journaliste, on vit ce genre de situation. On appelle quelqu'un à l'improviste sans qu'il puisse le savoir. Tu comprends? J'appelle cette femme formidable, Christine Williams, et c'est littéralement comme si elle avait attendu cet appel pendant 20 ans. Elle a simplement dit « Ah oui, bonjour, ça y est, ça y est ». Et donc, Mademoiselle Middleton est décédée en 1999 et sa maison était en désordre. Elle avait environ 14 chats, l'endroit n'était vraiment pas dans un bon état. Et cette femme adorable, Christine, qui habitait au coin de la rue, a passé 1 an à vider la maison. Mais chaque fois qu'elle tombait sur quelque chose qu'elle trouvait un peu significatif, elle le mettait simplement dans une boîte et la gardait. Elle avait juste cette boîte dans le grenier qui est restée là pendant environ 20 ans. Mais elle était tellement calme, elle disait simplement « Je savais, vous savez, je savais que quelqu'un viendrait un jour écrire sur Mademoiselle Middleton parce qu'elle faisait partie de ces personnes-là. » En réalisant le reportage, on a appris à se connaître. Pendant que je préparais le livre, il arrivait qu'une photo disparaisse. Elle me disait « Ne t'inquiète pas, Mademoiselle Middleton s'en occupe, ça va réapparaître. » Et la photo réapparaissait toujours. Elle avait simplement ce sentiment, cette connexion avec Mademoiselle Middleton. C'était en quelque sorte un aspect très beau du reportage. J'ai déjà connu ça avec d'autres histoires. Quand on décrit un aspect précis d'une personne, il est important d'en faire un portrait complet, tu vois, et essayer de montrer qui ils sont avant de les présenter comme des personnes susceptibles d'avoir ce genre de perception ou autre. Je ne sais pas. Je pense que c'est aussi la façon dont le docteur Barker, tu sais, choisissait de voir les gens. Parce que je pense que c'est là qu'il y a une certaine complexité. Si, en tant que médecin ou journaliste, tu fais l'expérience de choses phénoménales, impossibles, comment peux-tu brosser un tableau d'ensemble, ce qui, à mon avis, apporte tellement plus de contexte pour comprendre cette personne? Je ne sais pas. Elle correspond à l'image d'une vieille dame étrange avec des chats, mais en même temps, ce n'était pas ça. Tu comprends?
C'est comme ça qu'on l'aurait décrite. Bref, voilà, c'était Mademoiselle Middleton. Et tu fais référence à l'accident de train de Charing Cross, ce qui pour moi, tu sais, peut-être que j'ai fait ça pour me protéger, mais aussi pour éviter d'affronter les implications qui défient l'entendement de tout ça. Je suppose que ma position en tant qu'auteur de cette histoire a été d'essayer de décrire avec précision ce que c'était que de faire partie d'un groupe de personnes qui ont vraiment cru pendant un instant qu'ils pouvaient voir l'avenir. J'ai voulu décrire le Bureau des Prémonitions comme une île des Hébrides en Écosse au XVIIe siècle, une communauté de gens qui avaient l'impression de tenir quelque chose. Et décrivons simplement les circonstances de cela, de comment cela s'est produit, et laissons-le comme ça. Donc peut-être que c'est juste pour me préserver mentalement de là où tout ça peut mener, mais pour moi, l'accident de train de Charing Cross est l'événement le plus inexplicable du livre. Je ne comprends pas comment on peut s'asseoir dans sa cuisine un mercredi matin et écrire sur un bout de papier qu'il va y avoir un accident de train et que Charing Cross sera impliqué. Tu le postes mercredi et ça arrive dimanche soir. I- I- Pour moi, c'est celle que je n'arrive tout simplement pas à expliquer. Et avec Hensher, qui est de service parce qu'il est opérateur au standard téléphonique du bureau de poste, le train déraille à 21h15 et il est justement en train de souffrir à 21h15 à l'infirmerie du bureau de poste. Uh, Celle-ci est, celle-ci est difficile pour moi. Tout le monde a besoin d'un degré de preuve différent pour être convaincu, n'est-ce pas? Et pour d'autres personnes, ils n'avaient pas besoin de cet exemple pour se dire « Je sais qu'on peut découper le temps comme un gâteau à 7 couches, n'est-ce pas ?» Pour Sam, il a fallu ça. Pour d'autres, ce n'est pas suffisant. Tout comme il y a de l'unité dans l'univers, n'est-ce pas? Il n'y a qu'une seule gravité. Il y a, tu sais, une seule règle pour tout. Nous ne créons pas différentes réalités. Quoi qu'il se passe avec cet accident, je crois que cela pourrait potentiellement arriver pour n'importe lequel de ces autres exemples. C'est la même chose. Oui. L'une des visions les plus puissantes que Mademoiselle Middleton a eues concernait précisément la mort du docteur Barker. Et c'est un retournement de situation très étrange, très effrayant. Et cela reçoit l'attention qu'il mérite dans la discussion sur l'effet nocebo. Quelle est l'influence des informations négatives? Et nous avons parlé avec le docteur Amir Raz du pouvoir de l'esprit, du placebo et aussi du nocebo. Mais il y a des recherches plus récentes provenant du laboratoire de la docteure Ellen Langer. Ellen Langer a montré que dire à quelqu'un qu'il a le diabète pousse son corps à réagir comme s'il l'avait. Je ne dis pas que c'est exactement sa recherche. Je dis simplement que cela fait partie du domaine général de ses recherches. Si vous dites aux gens qu'ils sont vieux et que leur corps va se détériorer, leur corps vieillit et se détériore. Et il y a un pouvoir immense de l'esprit pour moduler les processus physiologiques, les propriétés immunitaires, des choses sur lesquelles on ne pensait pas auparavant que l'esprit pouvait avoir un tel contrôle. Alors, quand on pense à quelque chose comme ça, et surtout à la fascination du docteur Barker pour la question « Peut-on mourir de peur ?» ou, comme Jonathan et moi en parlions, peut-on littéralement mourir de peur? Quand j'y pense, et l'exemple dont vous parlez, c'est que tant que nous avons de l'espoir, nous luttons pour continuer à survivre. Il existe des expériences célèbres sur les rats que vous mentionnez et qui le prouvent. Et, vous savez, pensez à n'importe quelle relation dans laquelle vous avez été et que vous vouliez voir se terminer. S'il y a le moindre espoir, vous continuez simplement, n'est-ce pas? Ce qui est maintenant inconnu tend à être inadmissible et n'est donc pas accepté, même en dépit de preuves accablantes qui le soutiennent. Ainsi, pendant des générations, la Terre était traditionnellement considérée comme plate, et ceux qui s'opposaient à cette idée étaient violemment attaqués, n'est-ce pas? Il y a tous ces changements dans notre paradigme qui se produisent constamment. Je veux dire, le docteur Barker n'est pas mort de la façon dont Mademoiselle Middleton avait dit qu'il mourrait, mais c'était une mort étrange. Et il y avait de nombreux cas qui le fascinaient, de personnes mortes lors d'opérations de routine à l'âge auquel on leur avait dit qu'elles mourraient. Que pourrait-il se passer ici? Et qu'avez-vous découvert? Donc, comme je l'ai dit, Barker était à Aberfan à l'origine parce qu'il s'intéressait aux reportages sur un garçon qui s'était échappé de l'école
mais qui était mort de peur, mort de frayeur. Donc Aberfan a eu lieu en 1966, mais en 1963, comme vous l'avez mentionné. Un cas a été rapporté dans le British Medical Journal concernant une femme admise pour une opération gynécologique de routine dans un petit hôpital au Labrador, au Canada. L'opération s'est bien déroulée, tout allait bien. Et puis, 1 heure plus tard, elle a eu une hémorragie surrénalienne et elle est décédée. Et les médecins étaient, vous savez, totalement déconcertés. Et elle s'était confiée à une infirmière, elle avait 43 ans, qu'une voyante lui avait dit quand elle était enfant qu'elle mourrait à 43 ans, et c'était 1 semaine après son 43e anniversaire. Elle était, je crois, mère de 5 enfants, menant une vie rurale difficile au Labrador à l'époque, en bonne forme physique, en bonne santé, mais saisie par la peur et elle est morte. Et les médecins ont écrit à ce sujet dans le British Medical Journal et ont simplement demandé si quelqu'un d'autre avait eu des rapports similaires. Et Barker, vous savez, chercheur insatiable qu'il était, a saisi l'occasion et s'est emparé de l'affaire, faisant le tour pour recueillir des rapports à ce sujet. Et il a écrit un livre intitulé « Mourir de peur », rassemblant ses rapports avec les travaux de Walter Cannon. Et c'est là où en était l'état des connaissances à l'époque sur la base physiologique et neurologique de ces phénomènes. Henshaw l'appelle au milieu de la nuit et lui dit « J'ai une prédiction ». Et Barker répond « D'accord, quelle est-elle ? Laisse-moi prendre un bout de papier pour la noter. Tu sais, est-ce que c'est encore un avion ? » Et il répond « Non, c'est toi ». Et quand il pense à Barker, il pense juste au noir. Il l'imagine entouré d'une sorte d'obscurité et il pense qu'il va lui arriver quelque chose. Et il demande « Est-ce que tu as le gaz chez toi ?» Il répond « Non, je n'en ai pas. Je vis à la campagne. » Il demande « De quelle couleur est ta voiture ?» Il répond « C'est une voiture vert foncé. » Il dit « Je ne suis pas très rassuré à ce sujet. » Et Barker, le lendemain matin, rédige une note. Et vous savez, c'est le genre de note que j'ai trouvé dans une enveloppe à la bibliothèque de l'université de Cambridge. Et elle dit, vous savez, Henshaw avait raison à propos d'Aberfan. Il avait raison à propos du crash d'avion. Comme a-t-il raison à mon sujet? C'est un document extraordinaire parce que quand on se retrouve, comme moi, à faire des recherches sur cette histoire environ 50, 60 ans après, je n'étais pas sûr s'il était un intellectuel britannique du milieu du siècle, très réservé, qui observait tout cela avec une sorte de détachement et une curiosité objective. Mais non, il était totalement impliqué émotionnellement dans tout cela. Et on peut ressentir dans ce document à la fois sa peur et son immense curiosité. Eh bien, la première chose à laquelle j'ai pensé aussi, c'est que dans une version scénarisée de cette histoire, essayait-il de le tuer? C'est-à-dire, si tu as ce pouvoir de voir certaines choses, et aussi on ne connaît pas vraiment la nature de ce qui pourrait te faire souffrir. Si tu mets cette idée dans la tête de quelqu'un, tu sais, je me demande si ce n'était pas le docteur. Est-ce que ça aurait été quelqu'un d'autre? Ou était-ce destiné à la personne dont ils étaient les plus proches? Je ne dis pas qu'il y a quelque chose d'insidieux. Tu sais, je n'essaie pas d'en faire une histoire sinistre. Cependant, nous avons affaire à des personnes dont nous ne comprenons pas vraiment toute la nature de ce qu'elles vivent. Et une partie de moi se demandait, est-ce qu'il jouait simplement avec lui? Et puis il est mort. Vous savez, donc il a vécu avec cet avertissement pendant un certain temps. Donc cela se passe au printemps 1967. Et puis vers la fin de l'année, l'accident de train de Charing Cross a lieu et cela fait beaucoup parler. Et Barker publie son livre « Mort de peur ». Et je dois dire qu'il fait cela malgré les objections de tout le monde à son hôpital et aussi du Conseil régional de santé. Et tout le monde lui dit qu'il fait une terrible erreur, tout le monde lui dit que c'est embarrassant, et il continue malgré tout. Il y a simplement un certain niveau de prise de risque et une sorte d'insouciance qui est caractéristique de chaque grand génie. Il pousse les limites, et Henshaw le regarde à la télévision, et il lui écrit à nouveau. Il dit « Je t'ai vu à la télévision. Il y a une sorte d'obscurité autour de toi à la télé. Je le sens mal. » Et puis Barker, parce qu'on a le droit de remettre en question son jugement,
tu sais, écrit à Middleton et lui demande « Tu penses que je vais mourir ?» Et Middleton répond « Eh bien, en fait, jusqu'à ce que tu en parles, je n'y avais pas vraiment pensé. Mais en fait… » Et puis elle commence à faire des rêves à propos de sa mère. Et quand elle dit que sa mère lui rend visite dans un rêve, cela symbolise normalement une mort. Et elle est en vacances avec sa mère. Barker monte dans la voiture avec sa mère et part. Elle fait des rêves très sombres au sujet de Barker. Donc, il reçoit ce genre d'avertissement de plus en plus insistant au printemps 1968. Nous n'avons pas évoqué cette catastrophe indicible survenue à l'hôpital même de Barker. D'accord, est-ce qu'on y va maintenant? Allons-y maintenant. D'accord, donc nous sommes en 1968 au Beach Ward. Oui. Et c'était un incendie terrible. Et je crois que 24 personnes sont mortes. Et voilà le truc. Si un groupe de personnes qui prétendent être précognitives vous dit qu'il va y avoir un incendie, que faites-vous si vous travaillez dans cet hôpital? Et Henscher a décrit cela lorsqu'on lui a demandé ce que ça fait d'avoir ce genre d'informations. Il a dit « Nous devons subir le tourment de savoir que quoi que nous disions, aussi longtemps que nous prions, que lorsque nous recevons, nous avons le problème de décider si nous devons dire ce que nous avons reçu. Parce que si nous ne le faisons pas et que cela arrive, on ne pourra pas nous croire. Nous souffrons aussi en sachant que nous faisons quelque chose qui pourrait être utile au public. Mais il a dit que cela génère un stress mental encore plus fort pour votre système nerveux d'être toujours dans cette situation où, si je parle, ils penseront que je suis folle. Si je ne dis rien et que cela arrive, j'aurais pu l'empêcher. Si je dis quelque chose et que cela n'arrive pas, je suis fichu de toute façon. Donc il y avait des gens qui disaient « Est-ce que quelqu'un sent de la fumée ?» Et les infirmières répondaient « Non, tu es juste folle. » Et des gens disaient « Il va y avoir un incendie. Il va y avoir un incendie. » Et ils répondaient simplement « Non. Il y a eu un incendie. » Vous savez, d'une certaine manière, ça revient un peu à Aberfan, et je dirais que c'est le cas pour beaucoup de catastrophes terribles. Quand on lit l'enquête, quand on lit ce qu'en dit la personne qui a tout analysé et expliqué, c'est juste, c'est tout simplement inévitable, non? Je veux dire, cet hôpital où, et c'était le seul service fermé pour femmes, donc les gens vivaient encore dans des conditions victoriennes, dans des cellules avec, enfin, c'est incroyable, avec des portes d'écurie, vous savez, avec le haut qui s'ouvre et le bas qui reste fermé. Ironiquement, ce sont ces femmes qui ont survécu parce que ces portes les ont protégées de la fumée, mais c'était le dernier coin fermé de l'hôpital. Ils avaient un nouveau système d'alarme incendie, mais personne ne savait comment l'utiliser. Il n'y avait pas eu de simulation d'incendie depuis 4 ans. Ils avaient un système téléphonique incroyablement compliqué, au point qu'on ne pouvait même pas appeler les pompiers. Il fallait appeler quelqu'un d'autre et le réveiller chez lui, puis cette personne appelait les pompiers. C'est juste, c'est horriblement évident que ça va arriver. Et comme tu dis, même quand ça arrive, des patients descendent dire « Notre chambre est en feu ». On leur dit de retourner se coucher. C'est juste un peu… on n'a même pas besoin de capacité précognitive à ce stade. Mais je pense que pour Barker, c'est juste… C'est mortifiant à tous les niveaux. Il se sent déjà qui sort de son domaine avec ses recherches. Il a évidemment l'impression qu'ils ont laissé tomber ses patients. Il a passé la dernière année et demie à essayer de renvoyer chez eux des patients âgés, en principe gérables, et il trouve incroyablement difficile de faire sortir les gens de l'hôpital. Vous savez, c'est une sorte de crise institutionnelle qui se superpose à son propre cheminement professionnel, qui est évidemment un vrai numéro d'équilibriste. En plus, vous savez, tous les 2 mois, quelqu'un lui dit qu'il va mourir. C'est une sorte de vacarme croissant à ce moment-là de sa vie. J'ai eu une drôle de sensation dans l'estomac hier. Pour cet entretien, ne t'inquiète pas, Sam, ça va aller. Non. J'ai eu une drôle de sensation dans l'estomac. Tu sais, comme si c'était des gaz ou peut-être de l'indigestion. Mais c'était vraiment une sensation que je n'avais jamais ressentie auparavant. Ce n'était pas quelque chose que j'avais déjà associé. Et je ne l'ai même pas dit à Jonathan. J'ai appelé ma mère parce que j'avais cette idée folle qui me trottait dans la tête. De la même manière qu'elle était connectée à sa mère, parfois elle ressentait physiquement que quelque chose n'allait pas avec ma grand-mère,
Et elle avait raison. Je me suis dit, et si ce sentiment essayait de me dire quelque chose à propos de ma mère ou d'une personne à laquelle je suis liée de cette façon? Donc je n'ai pas dit ça à ma mère, que Dieu la bénisse, parce qu'elle a, vous savez, l'âge qu'elle a, mais j'ai littéralement appelé et j'ai dit « Salut ». Et je m'attendais presque à ce qu'elle me dise « Je suis à l'hôpital », mais ce n'est pas ce qu'elle a dit. Elle a dit « Je viens de rentrer d'une promenade, j'ai mangé un bagel et je vais voir Grace dimanche, c'est tout ». Et donc, ce que je me suis dit, c'est soit je suis folle de penser qu'il pourrait y avoir un lien. J'ai raison dans une autre ligne temporelle qui ne s'est pas encore produite. T'as mangé beaucoup de gluten en Grèce, et c'est terrible, et ça t'a fait mal au ventre. Non, mais ça m'est aussi venu à l'esprit pendant que je me préparais à parler de ce livre, que nous voulons avoir des certitudes absolues. Je veux savoir qu'à chaque fois que j'ai une intuition ou un pressentiment, c'est juste. C'est le seul type d'information avec lequel beaucoup de gens sont à l'aise. L'inconfort dont tu parles concerne tous ces espaces intermédiaires, et en réalité, c'est là que la plupart d'entre nous vivent. C'est là que la plupart d'entre nous vivent. Même les personnes qui imaginent Elisabeth Krohn, qui a été frappée par la foudre, ont vu l'accident de Sully Sullenberger. Elle a vu un avion retourner sur l'eau et elle a noté l'heure, n'est-ce pas? Pourquoi? Pourquoi verrait-on un avion retourner flottant sur l'eau? C'est une idée très précise. Cela ne veut pas dire qu'elle a toujours raison. Cela signifie qu'il y a une ouverture qui amène beaucoup d'entre nous à croire qu'il y a une part de vérité. Je suis curieuse de savoir ce qui a changé pour vous pendant que vous travaillez sur ce livre, en ce qui concerne ce que vous pensiez croire, et peut-être ce que vous croyez une fois vos recherches terminées. Je pense que deux choses ont changé pour moi. Je crois que la première chose qui a changé pour moi, et je pense que je le savais un peu, et d'une manière un peu vague, mais pas de façon précise, c'était à quel point j'étais enraciné. La prophétie, les prémonitions et les idées de conscience partagée étaient présentes dans la Grande-Bretagne dans laquelle je vis. Tu vois ce que je veux dire? Dans ma culture. Tu vois ce que je veux dire? Tu as parlé de chaman ou de guérisseur ou de ce genre de choses, et c'est facile d'exotiser tout ça. Tu vois ce que je veux dire? Et dire que ça arrive dans d'autres cultures ou d'autres façons de penser. Mais ça arrive dans ma façon de penser. Et le fait de faire des recherches et de rassembler une sorte de chronologie, ce qui, vous savez, vous voyez évidemment ce genre de choses, ce pic de spiritualisme et une sorte de contact avec les morts pendant la Première Guerre mondiale et dans les années 1920, des périodes assez dramatiques de changement technologique et de crise sociale au Royaume-Uni. On le revoit dans les années 60 quand le bureau des prémonitions était actif. On peut se demander si nous traversons une période similaire aujourd'hui. Vous savez, pour moi, simplement faire le travail m'a apporté plus de connaissances et de certitude sur le fait que tout cela n'est qu'un fil conducteur dans notre culture. Vous savez, j'écris certaines choses dans le livre à propos des gens pendant le Blitz à Londres. Vous savez, autant de personnes à Londres pendant le Blitz croyaient au surnaturel qu'aux idées chrétiennes du paradis ou de la mort. Vous voyez ce que je veux dire? C'est juste, c'est dans nos esprits. Et je suppose que quand on fait ce genre de reportage ou qu'on parle simplement aux gens de ce sur quoi on travaille, et oui, c'est anecdotique, mais je pense aussi que c'est plus que ça. C'est juste qu'il y a tellement de familles qui ont une histoire comme celle-ci. Et ce sont les personnes les plus enracinées, pragmatiques, des gens qui ne croient pas à ce genre de choses. Et pourtant, ils vivent avec une histoire comme ça dans leur famille. C'est pareil pour moi, c'est arrivé dans ma famille il y a 2 générations. Vous savez, ma grand-mère, qui était une sorte de réfugiée de Chine et de Russie, a été rejointe par sa mère quand elle était en train de mourir, vous voyez, même si elles étaient séparées par des milliers de kilomètres. Ou alors, quand je dis à mon ami que j'écris ce livre sur ce sujet, je ne peux pas vraiment faire ce genre de choses, car une fois, j'étais avec mon père dans un avion. En attendant le décollage pour les vacances, il a vu sa mère décédée descendre l'allée. D'accord. Attends, Sam, attends. Tu sais quoi? Toutes ces familles gardent simplement ces secrets en elles. Tu vois ce que je veux dire? Ce n'est pas un nœud inexplicable. Et ils continuent simplement leur vie quotidienne. Et ça se produit encore et encore au fil du temps. Donc, il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose.
On ne sait tout simplement pas, à moins que cela suive une formule et qu'il y ait une équation qui l'accompagne, on ne sait pas quoi en faire. Alors on le repousse. Oui. Donc, je vis en Angleterre, comme vous pouvez le deviner. Et quand j'écrivais le livre, j'ai dû participer à des événements, des podcasts et des choses comme ça. Et je déménageais et vous recevez un email qui dit: «Oh, pouvez-vous faire cette interview?» Et moi je dis: «Oui, bien sûr, pas de problème». J'étais vraiment, vraiment occupé. Il y avait une vague de chaleur inhabituelle ici pendant que je déballais des cartons dans le sous-sol de notre maison. Il était environ 19 heures au Royaume-Uni. Je n'étais pas du tout concentré, entouré de cartons, quand mon téléphone a sonné. Oh mince, j'ai oublié de faire ce truc. Et je décroche le téléphone et c'est l'Australie. Et je dis: «Oh, salut, salut». Et eux, ils disent: «Oui, tu es prêt pour l'entretien?» Et moi, je réponds: «Oui, bien sûr. Tu peux juste me rappeler de quoi il s'agit déjà?» «C'est enregistré ou en direct?» Il me répond: «Non, c'est en direct, on passe à la radio». J'ai demandé: «C'est une interview?» Il a répondu: «Non, c'est une émission où les gens appellent». Je lui demande: «Quelle heure est-il en Australie?» Il répond: 4 heures du matin. J'ai dit: «D'accord, on fera une émission de radio australienne en direct à 4 heures du matin où les gens appellent». Et putain, les appels à 4 heures du matin à la radio australienne sur les expériences de prémonition des gens au sujet de membres de leur famille. Genre, oh merde, c'était incroyable. Et c'était juste, et ils filtraient les appels, tu vois, ils sélectionnaient les auditeurs. Mais de- de- des personnes racontaient leurs histoires. Une femme a appelé, employée dans un petit bureau gouvernemental, après avoir fait un rêve très vif, dans lequel son patron était mort dans un accident d'avion léger, et elle n'aimait pas vraiment son patron, et elle arrivait au travail sans vraiment savoir quoi faire. C'était une histoire de RH, puis le patron meurt dans un accident d'avion léger 3 jours après, tu vois. Depuis, elle vit avec ça, tu sais, évidemment, les gens. Le cas le plus fréquent, c'est un membre de la famille qui meurt à des centaines ou milliers de kilomètres, et tu le sais simplement. Portrait vivant d'une femme impatiente d'un rendez-vous avec son mari, qu'elle attendait depuis longtemps, et elle n'a tout simplement pas pu partir, elle s'est mise à pleurer à chaudes larmes, elle n'a pas pu quitter la maison. C'était parce que son frère était décédé quelque part aux Philippines ou à des centaines de kilomètres à ce moment-là. Vous voyez ce genre de choses. J'ai passé environ 1 heure au téléphone avec des gens qui appelaient, comme je l'ai dit, à l'heure des sorcières en Australie, à raconter ces histoires de la manière la plus factuelle que vous puissiez imaginer. Et donc, voilà. Donc, ce sont ces choses qui m'ont, en quelque sorte, changé. Ce sont simplement des informations indiscutables, d'une certaine manière. Je suis curieux de connaître ton point de vue sur les gens qui racontent ces histoires. Ils ne cherchent pas à ce qu'on leur confirme que c'était réel, c'est leur expérience. Ils cherchent surtout qu'on reconnaisse ce qu'ils ont vécu, n'est-ce pas? Partager et savoir que d'autres personnes vivent aussi quelque chose comme ça pour se sentir moins seuls. Quelle est ton expérience avec eux? Depuis que tu as écrit le livre, tu sais, je reçois des emails de gens et souvent les sentiments que j'ai l'impression de percevoir sont des versions moins intenses du sentiment d'Alan Hensher. C'est-à-dire que ça ne te rend pas responsable. Tu vois ce que je veux dire? Les gens se sentent très coupables et très accablés par cette information parce qu'ils ne savent pas quoi en faire, parce qu'on ne les croira pas. Ils ont l'impression d'avoir le devoir d'en faire quelque chose et pourtant il n'y a nulle part où l'exprimer. Alors je réponds aux gens ou je leur dis simplement: vous avez le droit de simplement laisser tomber au fait. Vous n'êtes pas obligé d'en faire quoi que ce soit parce que ce n'est pas à vous de résoudre ça. Souvent, quand tu dis qu'ils cherchent à être validés, je ne pense pas que ce soit le cas. Ils cherchent souvent un soulagement ou un endroit où, euh, oui, pour être soulagé. Ce à quoi je pense ensuite, c'est aux rituels religieux établis où il y a une place pour que ces choses se produisent. Vous savez, vous avez le droit de vous asseoir dans un confessionnal au fond de l'église et de raconter vos trucs bizarres au prêtre et ça disparaît. Vous savez, en tant qu'êtres humains, pour ce genre d'expérience, nous avons des endroits prévus pour ça. Je vais revenir en arrière, pardonnez-moi, avant le christianisme ou le catholicisme. Vous savez, la prophétie de l'Ancien Testament, et quand on m'a enseigné ces choses, personne n'a jamais inclus l'information la plus importante à propos des prophéties dans l'Ancien Testament.
C'était des visions, des rêves. J'imaginais simplement qui sont ces fous furieux qui se promènent partout. D'ailleurs, ils pourraient toujours l'être. Mais l'idée qu'il y avait un groupe de personnes qui faisaient des rêves tellement puissants que quelqu'un a pensé à les consigner, n'est-ce pas, et à les appeler des prophéties. Ça, c'est très intéressant pour moi. Et cela montre un lien historique que nous avons avec les choses que les gens vivent concernant une chronologie qui n'est pas celle dans laquelle nous vivons, mais dans laquelle ils se projettent d'une certaine manière. Et c'était toujours la mort et la destruction qui arrivaient. Tu sais, rien de très surprenant. Ce qui, tu sais, pour certaines communautés, il n'y a pas besoin d'être une personne précognitive pour se dire « Je pense qu'ils vont encore essayer de te tuer. Ils vont venir pour toi. » C'est comme ça va arriver. Mais même cette idée qu'il y avait un débat culturel autour de ça. Ce sont des prophètes qui reçoivent quelque chose, oui, de divin, mais je ne sais pas qui peut dire quelle est la définition du divin, n'est-ce pas? C'est quelque chose venant de l'extérieur de ce monde auquel je peux accéder. Quelque chose que le docteur Barker a organisé en 1965 à l'hôtel Charing Cross. Il a réuni un groupe de personnes pour essayer de voir s'ils pouvaient comprendre. D'un point de vue plus, vous savez, quantitatif, que se passe-t-il? Des personnes qui prétendent connaître l'avenir, des clairvoyants, des astrologues, des cartomanciens. Il les a tous réunis pour voir s'ils pouvaient trouver des schémas, obtenir des informations. L'une des choses qu'il a demandé était « Est-ce que je peux apprendre à faire ça ?» Et l'un d'eux a répondu « Il est trop tard ». Et vous savez, il y a des personnes à qui nous avons parlé qui ont clairement accès à des domaines que je ne comprends pas et que je ne peux pas expliquer. Mais l'une des choses que beaucoup disent, c'est que nous avons tous la capacité d'accéder à cela. On pourrait dire que les archives akashiques sont mentionnées depuis des millénaires dans les traditions comme un champ de conscience. Et si vous accédez à cet endroit, beaucoup de gens y parviennent par la méditation, d'autres par des expériences transcendantales, la psilocybine et des choses comme ça. Vous pouvez accéder à ces informations d'une manière où elles semblent simplement exister là, quelque part. Quel est votre avis sur ce genre de capacité? Pensez-vous que c'est quelque chose que nous possédons tous et que nous n'exploitons tout simplement pas? Est-ce que c'est réservé à quelques personnes seulement ou est-ce que c'est quelque part entre les deux? Barker réunit ses 10 heures de bonne aventure et leur demande. Il mène ses recherches sur le fait de mourir de peur. Et il leur demande, il leur pose la question. Dans votre code de conduite en tant que chiromancien, est-ce que vous dites à quelqu'un si vous pensez qu'il va mourir? Et ils ont des réponses assez différentes à ce sujet. Et c'était précieux pour moi parce que l'audio de ces interviews a en quelque sorte survécu. Donc, j'ai pu entendre Barker poser ces questions. Et il y a cette conversation très émouvante avec cette voyante irlandaise où Barker dit « Vous savez, et moi, qu'en est-il de moi? Est-ce que j'ai ça? Est-ce que j'ai ce don? Est-ce que je peux m'impliquer ?» Et and la voyante dit « Vous savez, comme vous l'avez dit, non, il est trop tard pour vous. Je vais ajouter à votre liste de personnes ou de circonstances où les gens sont capables d'accéder à un champ de conscience ou à certaines de ces questions. Je reste en quelque sorte attaché à l'idée de, et cela est en quelque sorte influencé par mes écrits sur le mouvement spiritualiste britannique et le tournant du XXe siècle. Est-ce l'idée d'une sorte de vie non vécue ou d'une forme de rupture dans le cas de la perte de quelqu'un de proche ou de la perte d'un enfant? Ou bien le sentiment qu'un chemin interrompu devient alors le déclencheur ou la porte d'entrée? Ou si vous êtes une sorte de matérialiste ardent, une sorte d'explication pour les gens, cherchant quelque chose qui n'est pas là. Et j'ai l'impression que dans cette conversation avec Barker, on peut l'entendre, ce côté double chez lui, où il est à la fois un scientifique sérieux et un bon médecin. Et pourtant, il veut en quelque sorte se libérer de toutes les contraintes que cela représente à cette époque. Chez lui, il y a comme l'idée d'une vie qu'il n'a pas vécue. Et d'une certaine manière, je ne sais pas vraiment où cela s'inscrit dans la conversation, mais c'est ce que je ressens. Là où il y a ce genre de vie non vécue, ou une sorte de désir profond, ce genre de choses peut en découler.
Sam, c'est vraiment un plaisir de pouvoir te parler. J'aime tellement ce livre. Tu es gentil. Et chaque personnage a vraiment pris vie. Je suis désolée de ne pas avoir la bonne couverture, mais Le Bureau des Prémonitions, un récit véridique de morts annoncées. Merci beaucoup Sam Knight d'avoir été avec nous. Merci de m'avoir invité. Certains pourraient dire que j'ai eu une prémonition en lisant ce livre, que nous en saurions beaucoup plus maintenant qu'au moment où je l'ai lu pour la première fois. Parce qu'à ma première lecture, on commençait tout juste à évoquer le phénomène psy, qui n'était même pas encore un vrai sujet du podcast. Nous avons dû mûrir et évoluer pour pouvoir parler de ce livre. Mais l'idée qu'il décrit des choses à partir d'un moment très particulier à la fin des années 60. De plus, Mademoiselle Middleton a prédit l'assassinat de Bobby Kennedy. Certains diront que ce n'était pas difficile à prévoir, blablabla. En plus de toutes ces autres prémonitions, la veille de la fusillade, elle a appelé le bureau des prémonitions 3 fois pour dire qu'un assassinat allait avoir lieu. Ça va arriver, ça va arriver. Et puis il a été tué à minuit cette nuit-là. Nous en savons tellement plus aussi sur les neurosciences et sur ce que cela veut dire d'accéder à différentes lignes temporelles, n'est-ce pas? Nous avons rencontré de nombreuses personnes ayant des capacités précognitives ou des prémonitions, et j'ai même pensé aux enregistrements de télépathie. Les enregistrements de télépathie parlent souvent de prémonitions et de personnes sentant la mort d'autres, surtout dans les communautés non verbales. Qu'est-ce que ça veut dire, au juste? C'est dingue. Qu'est-ce que cela signifie, d'un point de vue neuroscientifique, d'avoir différentes lignes temporelles? Je n'ai pas d'explication définitive du genre « on sait que c'est vrai parce que… » Mais beaucoup, voire toutes les conversations que nous avons eues avec des physiciens théoriciens, ont abordé la question de ce que signifie la probabilité. Que signifie pour notre cerveau de comprendre diverses probabilités? Qu'est-ce que cela signifie pour nous de calculer notre réalité en fonction de ce que nous voyons et de ce que nous pensons vivre dans ce continuum espace-temps? Tu te souviens quand je suis entré dans le studio de podcast avant que ce soit une vidéo de podcast et que je me suis rencontré moi-même venant d'une autre ligne temporelle, puis j'ai eu peur et je suis parti en courant? Oui, une prémonition, vas-y, raconte. Voilà, Le fait que 2 personnes différentes avec qui il a travaillé aient prédit sa mort, ça me fait vraiment flipper. Ça me fait vraiment flipper. Parce qu'il est aussi possible qu'il y ait des personnes qui ont des prémonitions, qui ont des capacités précognitives et qui souffrent aussi d'autres troubles mentaux. Ce n'est pas impossible. Ce n'est pas vraiment l'un ou l'autre. Tout ça, c'est comme un spectre de fonctionnement. C'est un spectre d'intégration avec le monde réel et de capacité à distinguer, tu vois? Qu'est-ce qui relève de l'imagination, de ce qui est produit par l'esprit ou de ce qui est reçu? Selon eux, il s'agit d'informations reçues. la distinction entre prémonition et intuition est compliquée, tu vois. L'intuition concerne souvent l'instant, comment gérer une situation. Et je ne pense pas que ce soit basé sur des faits. Ce n'est pas comme si 124 personnes allaient mourir. Ce n'est pas basé sur des faits. C'est plutôt « je ne devrais pas faire quelque chose ou prendre un autre chemin ». Ce sont plutôt de petites intuitions par opposition à des prémonitions. Et j'y pense. Plus précisément, L'émission Alison Dubois, c'était le nom du personnage. Il y avait Patricia Arquette, qui jouait une détective. Elle n'était pas détective, mais aidait des détectives à résoudre des crimes grâce à ses capacités psychiques. Je crois que c'était inspiré d'une personne réelle. Le problème, c'est que les détectives disent « ce n'est pas assez précis, tu obtiens des faux positifs ». Et si on fait tout ce que tu dis, alors ça va être… du coup, elle reçoit toujours les choses sous forme de symboles, de petites doses et de différentes formes. Et genre, qu'est-ce que tu fais avec toutes ces informations? Quand il y a de faux positifs, est-ce que tu fermes le pont? Tu ne vas pas en tant qu'orateur à un événement? Genre, si tu penses qu'il pourrait y avoir un assassinat dans les prochains jours, genre, bien sûr, si c'est le lendemain, ça devient très contraignant de suivre tous les messages. Et pourtant, si tu n'en suis pas certain et que tu ne sais pas lesquels suivre, eh bien, alors c'est la catastrophe. certains pourraient te demander pourquoi il n'y a pas de prémonition positive s'il en existe pour tout le reste. En fait, c'est une réponse. L'idée, c'est que lorsqu'il y a de la détresse, lorsqu'il y a une tragédie, cela vibre à une fréquence différente. Donc, les personnes qui perçoivent cela captent de quelque chose d'une certaine manière. Il y a une perturbation dans la force. Il y a une perturbation dans la force. Il y a quelque chose qui a une qualité qui attire l'attention d'une manière telle que, par exemple, j'ai une prémonition que tu vas commander une glace. Ce n'est pas ça.
À moins que tu sois intolérante au lactose, auquel cas cela pourrait être une situation très critique. Cela pourrait fortement perturber la force. Cela peut être une grande perturbation. J'ai beaucoup apprécié parler à Sam. Et vraiment, je sais que nous allons recevoir beaucoup de commentaires sur ce sujet. Je le sais. Si vous avez une histoire de prémonition, faites-le nous savoir sur Substack et dans les commentaires de cet épisode. Nous sommes fascinés, je suis fasciné par la façon dont il décrit le fait que toutes ces histoires vivent d'une certaine manière dans presque toutes nos familles. Et vous en parlez, la grand-mère hongroise, la grand-mère d'Europe de l'Est, la mamie qui pouvait guérir ou ressentir des choses, ou savait des choses avant qu'elles n'arrivent. Écoutez, il y a des personnes bien plus compétentes que vous et moi pour parler de cela. Je pense qu'en partie, c'est comme la Renaissance intellectuelle, qui a entraîné un véritable rejet de la sagesse populaire, du mysticisme et de toutes ces choses parce que nous avons désormais progressé. Nous avons progressé jusqu'à un certain point. Et dans de nombreux cas, c'était vrai. Par exemple, qui savait que se laver les mains avant de les introduire dans le corps de quelqu'un pour une opération pouvait prévenir les infections, n'est-ce pas? Mais il y a eu tellement de progrès dont nous avions besoin. Cependant, ce qui a été laissé de côté, c'est une sagesse potentielle, une intuition, une sensibilité dans notre expérience qui est toujours là. C'est toujours là. C'est partout. Merci d'avoir trouvé ce livre pour nous. Je suis sûr que tout le monde apprécie ça aussi. De notre propre effondrement à celui que nous espérons que vous n'aurez jamais, on se retrouve la prochaine fois. It's Maya Bialik's breakdown. She's gonna break it down for you. She's got a neuroscience PhD.